Vous avez plusieurs données dans la plateforme et je vais toujours vous donner le maximum de données pour que vous puissiez bien travailler, Inch'Allah. Donc, on commence, Bismillah, Tawakkalna ala Allah. Le chapitre 2, c'est les applications du premier principe à la chimie. Donc, premier principe de la thermodynamique chimique, on va d'abord donner l'énoncé. Lorsqu'un système subit une série de transformations, c'est-à-dire, par exemple, des réactions chimiques qui l'amènent dans un même état final différent de l'état initial. Donc, lorsqu'il y a une transformation d'un état initial vers un état final dont ils sont différents, la quantité totale d'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur, bien sûr, de travail et de chaleur, est indépendante du mode de transformation considéré. Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, je répète, la quantité totale d'énergie, travail plus chaleur échangée par le système avec le milieu extérieur est indépendante du mode de transformation considéré. Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Et on va voir que cette somme-là, travail plus Q, c'est ce qu'on appelle U, énergie interne, qui est une fonction d'état. Le travail tout seul et la chaleur toute seule ne sont pas des fonctions d'état. Donc, le premier principe affirme le caractère indestructible de l'énergie. L'énergie, on ne peut pas la détruire. En effet, toutes les formes d'énergie peuvent se transformer mutuellement, mais il ne peut y avoir ni destruction ni création de l'énergie. L'énergie, on ne peut pas la détruire et on ne peut pas la créer. Il y a tout simplement une transformation mutuelle de l'énergie. La variation de l'énergie interne d'un système fermé qui se transforme entre un état initial 1 et un état final 2 est égale tout simplement à la somme algébrique des travaux WI et des chaleurs QJ échangées par le système avec le milieu extérieur. Donc la somme des travaux plus la somme des chaleurs, c'est la variation de l'énergie interne entre l'état initial 1 et l'état final 2. Les propriétés de l'énergie interne U sont les suivantes. U est une grandeur extensive, comme le cas de la masse, du nombre de moles et de volume, donc elle est additive. On peut l'ajouter à une autre valeur énergétique. U possède une valeur et une seule dans un état, bien sûr, donné du système. U est une fonction d'état et donc ne dépend pas du chemin suivi, uniquement de l'état initial 1 et l'état final 2. Donc U de moins 1, c'est la variation, c'est-à-dire c'est la différence, la soustraction entre état initial 1 et état final 2. Transformation thermodynamique usuelle, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup dans les réactions chimiques. On va commencer par la transformation isochore. Isochore, ça veut dire qu'il se fait à volume constant. Exemple, réaction dans un récipient indilatable. Exemple, bombe calorimétrique. Ça veut dire que le volume va rester constant. du égale d rond W plus d rond Q. d rond W, vous avez déjà vu ça au lycée, c'est moins la pression pour la dérivée du volume. Donc, le volume étant constant, la dérivée du volume est égale à 0, donc d rond W égale à 0, et par conséquent, du égale d rond Q. Donc, la différence réelle de la chaleur, c'est la dérivée de l'énergie interne. Et donc, l'intégrale entre l'état initial 1 et l'état final 2 de du égale l'intégrale entre l'état initial 1 et l'état final 2 de d rond Q, égale à grand Q, indice petit v. Petit v, c'est le volume, grand Q, c'est la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. Donc, la variation de l'énergie interne U entre l'état initial 1 et l'état final 2 est égale à QV, égale chaleur de réaction à volume constant, égale variation d'énergie interne entre l'état initial 1 et l'état final 2. QV est la chaleur échangée par le système et le milieu extérieur lorsque la transformation se fait à volume constant. QV, on peut la mesurer facilement par calorimétrie.
et on obtient la valeur de la variation d'énergie interne, donc U qu'on cherche. Les réactions à volume constant peuvent se produire dans les conditions suivantes. Ça, c'est des exemples de réactions. Réaction dans un récipient clos, bombe calorimétrique, ou encore réaction entre solide ou liquide sans dégagement de chaleur. Parce que les réactions entre solide et liquide sans dégagement de chaleur, c'est des réactions dans lesquelles le volume est négligeable. Et la réaction dans un récipient clos, c'est le cas de bombe calorimétrique, le volume sera constant. Et aussi un troisième type d'exemple, c'est la réaction entre gaz, uniquement les gaz. Et le cas où nous avons le nombre de molécules de gaz reste constant. C'est le cas, par exemple, de la réaction suivante. H de gaz plus Cl de gaz qui donne 2 HCl. Nous avons, pour les réactifs, 2 gaz et les produits de gaz. Donc, le nombre de moles de gaz des réactifs égale 2 et le nombre de moles de gaz des produits est égal à 2. Maintenant, un deuxième type de transformation, c'est la transformation isobare à pression constante. On va introduire une nouvelle fonction d'état, une deuxième fonction d'état, différente de l'énergie interne U, c'est l'enthalpie qu'on va noter par grand H. Une transformation isobare s'effectue à pression constante entre deux états 1 et 2. Donc P1 égale P2 égale grand P. La pression est constante. D rond W égale à moins P dV. Donc W, c'est l'intégrale de moins P dV entre 1 et 2. C'est moins P entre parenthèses V2 moins V1. La pression est constante, elle sort de l'intégrale. Il nous reste uniquement dV. L'intégrale de dV entre 1 et 2, c'est V2 moins V1. La pression P, elle est en pascal, le volume, il est en mètre cube, et par conséquent, le travail, il est en joule. Nous avons déjà vu ça lorsque nous avons calculé la constante des gaz par effet grand R. 1 atmosphère égale 1,03 à 10 puissance 5 pascal et 1 litre égale 1 10 mètres cubes égale 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ce sont des unités dont vous pouvez avoir besoin. DU égale D rond W plus D rond Q. On va intégrer DU entre 1 et 2 égale donc à U2 moins U1. C'est l'intégrale entre 1 et 2 de moins P dV plus l'intégrale entre 1 et 2 de D rond Q. U2 moins U1 égale donc à moins P facteur de V2 moins V1, c'est ce qu'on vient de calculer. L'intégrale entre 1 et 2 de D rond Q, on va l'appeler grand QP, c'est-à-dire chaleur de réaction à pression constante. Donc QP égale à quoi? Égale à U2 plus PV2 moins facteur de U1 plus PV1. La nouvelle fonction qu'on va introduire, c'est U plus PV. La pression, elle est constante, donc U2 plus PV2, c'est H2, et U1 plus PV1, c'est H1. À partir de grand H égale à U plus PV. A, c'est la fonction enthalpie, égale U énergie interne, plus PV. On peut remplacer PV par nRT, dans le cas des gaz parfaits. Donc, on aura QP égale à quoi? Égale à H2 moins H1 égale à delta H. Donc, QP, c'est H2 moins H1, c'est la variation d'enthalpie entre l'état initial 1 et l'état final 2. La fonction grand H égale à U plus PV et la fonction enthalpie, c'est une fonction d'état, elle a les dimensions d'une énergie. Les dimensions d'une énergie. On va maintenant voir ça autrement, la différentielle de H autrement. H égale U plus PV, on va dériver H, donc DH égale DU plus PDV plus VDP. On va remplacer DU par sa valeur, donc DU égale D rond Q plus D rond W. Donc DH, c'est DU, c'est-à-dire D rond Q plus D rond W, plus PDV plus VDP. Or, D rond W égale à moins PDV, donc j'aurai DH égale D rond Q. Je remplace D rond W par sa valeur, c'est moins PDV. Donc, moins PDV plus PDV 0, il me reste DH égale D rond Q plus VDP. Et par conséquent, sachant que la pression P est constante dans le cas de transformation isobare, donc dP égale 0,
et par conséquent, il nous reste DH égale D rond QP, donc delta H est égal à QP, c'est-à-dire chaleur de réaction à pression constante. De nombreuses réactions chimiques s'effectuent à pression constante, en général à la pression atmosphérique d'une atmosphère. On appelle chaleur de réaction à pression constante QP à température T l'énergie calorifique échangée lors de la réaction effectuée à pression constante. Les réactifs et les produits dont les quantités stoichiométriques étant ramenées bien sûr à la température T de l'état final. Un résumé, la chaleur de réaction à volume constant, QV, est égale à la chaleur, tout simplement, de la réaction qu'on va appeler la variation d'énergie interne DU du système issu de la transformation. Donc QV, c'est la chaleur de réaction à volume constant qui est égale à delta U, la variation d'énergie interne. Et puis QP, c'est la chaleur de réaction à pression constante. Elle est égale à la variation d'enthalpie du système à l'issue de la transformation. Delta H égale donc à QP, c'est-à-dire la chaleur de réaction à pression constante. La chaleur échangée au cours d'une transformation effectuée soit à volume constant, soit à pression constante, QP et QV ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Je répète, bien sûr, je parle de la variation d'énergie interne. Ça, c'est pour vous montrer la fonction U et la fonction H, que pour un gaz parfait, elles ne dépendent que de la température. On va commencer par U, énergie interne, c'est une fonction du volume et de la température. La dérivée de U, c'est la dérivée partielle de U par rapport au volume, fois dV, plus la dérivée partielle de U par rapport à T, fois dt. Or, pour un gaz parfait, nous avons U égale U de T, c'est-à-dire ne dépend que de la température pour un gaz parfait. Donc, DU égale D rond U sur D rond T à volume constant fois D. D rond U sur D rond T à volume constant, on va l'appeler tout simplement CV. Donc, le CV, c'est la capacité thermique ou calorifique du gaz parfait à volume constant. DU égale donc à CV dt. Retenez, s'il vous plaît, cette expression-là, elle est très importante. On va beaucoup l'utiliser dans les prochains chapitres et aussi dans les exercices. DU, c'est CV dt. Et attention, CV dépend de la température. DU égale CV dt. CV dépend de la température. Maintenant, on passe à H. H, c'est une pression. H est une fonction d'état qui dépend de la pression et de la température. La dérivée de H, c'est tout simplement d rond H sur d rond P fois dP plus d rond H sur d rond T fois dt, parce qu'elle dépend de la pression et de la température. Or, pour un gaz parfait, H égale à U plus PV. Et U ne dépend que de la température, donc U de T. Et PV pour le cas des gaz parfaits, elle est égale à nRT. Donc, si PV est égal à nRT, qu'est-ce qu'on aura? On aura grand H égale tout simplement grand H de T, c'est-à-dire ne dépend que de la température, parce que U dépend de la température et PV égale à nRT. Et donc, on aura dH, tout simplement, fonction de la température. Donc, dH égale d rond H sur d rond T fois dt à pression constante. Et la dérivée partielle de H par rapport à la température, sachant que la pression P est constante, est égale à Cp. Et Cp, c'est quoi? C'est la capacité thermique ou calorifique du gaz parfait à pression constante. Et donc, dH égale à Cp dt. Tout simplement, comme tout à l'heure, si vous avez U, vous avez CV. Si vous avez H, vous avez Cp. Donc, dH, on va essayer de faire un petit calcul pour Cp moins Cv. D de H, c'est D de U plus PV. U plus PV,
c'est U plus nRT parce que PV égale nRT, donc c'est DU plus nR dt. On va dériver par rapport uniquement à T, parce que N et R sont constants. Donc CP dt, qui est DH, égale DU, qui est CV dt, plus NR dt. En éliminant dt, il nous reste CP égale CV plus NR. Donc CP moins CV est égal à NR pour N mol. Et pour une seule mol, CP moins CV est égal à grand R. Donc CP dépend de la température et CV dépend de la température, mais leur différence ne dépend pas de la température égale à N fois R. Nombre de moles fois la constante des gaz parfaits. Et pour une mole est égal à grand R. Je répète, CP dépend de la température, CV dépend de la température, mais la différence ne dépend pas de la température. C'est une constante qui est petit r nombre de moles fois grand R, constante des gaz parfaits. Maintenant, on va essayer de voir l'enthalpie de changement de phase d'un camp pur, c'est-à-dire on va calculer la variation d'enthalpie delta H au QP lorsqu'il y a un changement de phase. Par définition, les changements d'état de phase se font toujours à pression et température T constante. Chaque fois qu'il y a un changement de phase, eh ben, il se fait à pression et température T constante. Je répète, un changement de phase se fait toujours à pression et température T constante. La chaleur échangée avec le milieu extérieur au cours d'un changement de phase est appelée chaleur latente, grand L, indice grand P, grand T. L, grand L, c'est la chaleur latente. Grand P, grand T, c'est la pression et la température. Pour une mole, on parle de chaleur latente molaire, c'est-à-dire petit L, indice grand P, grand T. Donc, je répète, le changement de phase se fait toujours à pression et température T constante. Là, vous avez les 6 changements de phase qu'on peut rencontrer dans la nature. Du solide vers la vapeur, du solide vers le liquide, de la vapeur vers le solide ou vers le liquide, du liquide vers le solide ou du liquide vers la vapeur. Donc, vous avez sublimation, c'est solide, vapeur. Vous avez condensation, c'est vapeur, solide. Vous avez fusion, c'est solide, liquide. Vous avez liquide, solide, c'est solidification. Et vous avez vapeur, liquide, c'est tout simplement liquéfaction. Et puis liquide, vapeur, c'est ébullition. Ce sont les 6 changements d'état de phase qu'on peut rencontrer. Exemple, pour le changement d'état d'une mole d'eau, on a H2O solide qui donne H2O liquide. C'est ce qu'on appelle la fusion. Du solide vers le liquide, c'est la fusion. Et du liquide vers le solide, c'est la solidification. La réaction dans le sens direct, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, s'appelle solidification. S'appelle, pardon, une fusion. Et de la droite vers la gauche s'appelle solidification. L'énergie, dans le cas de la fusion, est appelée L latente de fusion, elle est égale à 1435 calories mol moins 1. L'enthalpie de la fusion est positive. On appelle ça endothermique. L'enthalpie de la solidification, dans le sens inverse, elle est égale à moins 1435, elle est négative et on appelle ça réaction exothermique. Donc chaque fois que l'énergie, l'enthalpie est positive, on dit réaction endothermique. Et chaque fois que l'enthalpie grand H ou l'énergie est négative, on dit que la réaction est exothermique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, lorsque la transformation est endothermique, on dit qu'il y a absorption de chaleur. Le système va absorber la chaleur. Lorsque la transformation est exothermique, on dit que le système va dégager de la chaleur. Donc, absorption de chaleur, delta H positive, endothermique, dégagement de chaleur, delta H négative, réaction exothermique. L fusion
et L, solidification, sont les chaleurs molaires latentes de fusion et de solidification de l'eau. On dit réaction athermique chaque fois que vous avez delta H PT égale 0. Donc je répète, athermique, ça veut dire que delta H à PT constant, elle est égale à 0. Une note importante, on peut symboliser delta H par Q et aussi par grand L. Delta H, c'est la variation d'enthalpie, Q, c'est la chaleur, L, c'est la chaleur latente de réaction à pression et bien sûr température T constante. Relation entre delta H et U pour un changement de phase. C'est-à-dire, lorsque vous avez un changement de phase, on va essayer de voir la relation qui existe entre delta H et delta U. dH, une mole, égale D de U plus PV. Grand P, c'est la pression. Égale DU plus PDV plus VdP. La pression, dans le cas d'un changement d'état ou changement de phase, elle est constante. Donc, dP égale 0. Donc, il nous reste dH égale du plus PDV. Parce que dP égale 0. Donc, si on fait l'intégrale de dH, c'est delta H. De du, c'est delta U. De PDV, c'est P delta V parce que la pression, elle est constante. Donc, la variation d'enthalpie égale la variation d'énergie interne plus P fois la variation du volume. Dans le cas où nous avons uniquement des liquides et des solides, on va négliger le volume. Donc, delta V est nettement inférieur à delta U. Je répète, on va négliger le volume. Delta V est nettement inférieur à delta U, donc delta H égale à delta U. Donc, dans le cas des phases condensées où il y a uniquement le liquide et le solide, delta H égale à delta U. Pourquoi? Parce que le volume est négligeable. Maintenant, si vous avez un gaz, on va prendre les deux cas, liquide gaz et solide gaz. Donc, du liquide au gaz, sens 1, du gaz au liquide, sens 2. Du solide au gaz, sens 1, du gaz au solide, sens 2. On va calculer la variation du volume dans le sens 1 pour les deux réactions. C'est le volume de gaz moins le volume du solide ou du liquide. On va calculer la variation du volume dans le sens 2, c'est le volume du liquide ou du solide moins le volume des gaz. Le volume du solide ou du liquide, il est négligeable par rapport à celui du gaz. Donc, pour delta V1, on aura plus V gaz. Pour delta V2, on aura moins V gaz. Je répète, le volume du solide ou du liquide est négligeable par rapport à celui du gaz. Donc, on aura delta V1, c'est V gaz. Delta V2, c'est moins V gaz. Donc, delta V, dans le sens 1, c'est plus V gaz. Dans le sens 2, c'est moins V gaz. Donc, delta V, on peut symboliser par tout simplement égal à plus ou moins le volume du gaz. Le volume du gaz est très grand devant le volume du solide ou du liquide. Et donc, on peut écrire delta H égale delta U, plus ou moins la pression fois le volume du gaz. Plus, c'est pour le sens 1, et moins, c'est pour le sens 2. Application du premier principe maintenant aux réactions chimiques. Système parfait. Un système est parfait si les interactions entre les molécules de chaque constituant sont nulles dans la phase gazeuse et identiques si les mélanges est liquide ou solide. Dans ce cours-là, on va s'intéresser uniquement au système parfait, c'est-à-dire pas de système réel, c'est-à-dire les systèmes où il n'y a pas d'interaction, c'est les systèmes parfaits, c'est-à-dire c'est le cas des gaz parfaits. Donc réaction à pression et température T constante, soit la réaction totale effectuée selon les proportions stoichiométriques, A1, A1 plus A2, A2, qui va donner A'1, A'1 plus A'2, A'2. Les grands A, c'est les réactifs et les grands A', c'est les produits. Les petits A et les petits A' sont les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits. Donc,
Chaque réaction, on va voir qu'elle se fait en deux étapes. L'étape 1, c'est l'étape où il y a mélange des réactifs. L'étape 2, c'est l'étape où il y a réaction entre le mélange des réactifs. Et on va voir que, étant donné que dans ce cours-là, on s'intéresse uniquement au système parfait, on ne va pas s'intéresser à l'étape 1, qui est celle du mélange, mais on va s'intéresser uniquement à une seule étape, c'est l'étape de la réaction où on obtient les produits. Donc, les réactifs A1 et A2 isolés, une fois mélangés, c'est ce qu'on appelle delta H du mélange à pression et T constante entre l'état 1 et l'état 2. L'état 1, c'est les réactifs isolés. L'état 2, c'est les réactifs dans le mélange. Et grand thème, c'est le mélange. Donc, delta H entre 1 et 2, du mélange à pression et T constante, c'est celle du mélange. Elle est égale à 0. On va voir ça parce qu'on s'intéresse uniquement au système parfait. Le passage de l'état 1 à l'état 2 correspondant au mélange de réactifs s'accompagne d'un dégagement ou d'une absorption de chaleur représentée par la variation d'enthalpie de mélange à pression et température T constante. C'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, deuxième étape, c'est la réaction chimique. Le mélange des deux réactifs va donner lieu à la réaction et on aura la formation des produits. Donc, entre 2 et 3, 2 c'est le mélange, 3 c'est la réaction. Delta H de 3, c'est delta H entre tout simplement l'étape initiale du mélange, l'étape finale 3 de la réaction. Grand R, c'est la réaction, et grand P, grand T, c'est la pression et la température T constante.